quand par exemple une dame dans une unité protégée se lève et puis dit aux soignants « il faut que je sorte parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école », alors que cette dame a 90 ans et que ses enfants maintenant sont grands et travaillent, mais qu'est-ce qu'on fait naturellement en tant que soignant? On va chercher à la rassurer, à lui dire « mais non, rassurez-vous, vos enfants maintenant sont grands et vous n'avez plus besoin d'aller les chercher à l'école ». Eh bien, repérez que quelquefois, cette personne va s'énerver. Plus on va la ramener dans le présent, plus elle va s'énerver. Parce qu'on est en train de ne pas prendre la mesure de ce qu'elle vit. Cette dame, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est angoissée parce que pour elle, elle doit aller chercher ses enfants à l'école. Et que quand nous, on la ramène dans le présent, c'est-à-dire dans notre réalité, eh bien pour elle, c'est pas possible. On a une confrontation de deux réalités. Et vouloir ramener cette personne dans notre réalité n'est pas forcément une aide pour elle. Alors ça peut paraître très surprenant, là, ce que je suis en train de vous dire, parce que moi aussi, je l'ai souvent fait, ça. Et il a fallu que je découvre la méthode de la validation de Naomi Fey pour arrêter de ramener la personne dans le présent, mais de la rejoindre là où elle est. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important. C'est que cette personne, si elle vit dans le passé, c'est que, et ça c'est Naomi Fey qui nous le dit, c'est que pour cette personne, ça a du sens et ça a de l'importance. Peut-être que dans notre présent, dans notre réalité, ce qu'elle est en train de vivre, c'est trop insupportable pour elle. Pourquoi? Parce que, ici et maintenant, cette personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait il y a 5 minutes, son corps est peut-être dégradé, alors que quand elle se souvient de son passé, quand elle était jeune, quand elle était avec ses enfants, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus tolérable pour son cerveau et pour son corps. Donc, on ne va pas forcément chercher à ramener sans cesse cette personne dans le présent, mais on va plus essayer de lui faire parler de ce qu'elle ressent, de ces émotions qu'elle est en train de traverser quand elle veut, par exemple, aller chercher ses enfants. Et lui dire « c'est important pour vous d'aller chercher vos enfants, c'est ça ?» Et elle peut nous répondre « eh ben oui, c'est l'heure, ils sortent de l'école, il faut que j'aille les chercher. » Et puis continuer peut-être en tant que soignant de lui dire « et vous étiez heureuse d'aller les chercher ?»« Ah ben oui, c'était important pour moi, je leur donnais le goûter. »« Ah oui, c'est vous qui prépariez le goûter. » Vous voyez, je ne cherche pas à ramener la personne dans le présent, je suis en train de lui faire exprimer ce qu'elle vivait dans ce moment précieux qu'elle est en train donc d'exprimer. Je vais voir qu'est-ce qui était important à l'époque pour elle de vivre. Pour aider une personne à exprimer ce qu'elle ressent, on va lui poser des questions du type qui, quoi, où, quand et comment. On posera jamais de questions sur le pourquoi. Alors pourquoi, justement? Si je demande pourquoi, ça induit que je veux analyser ce qui s'est passé dans sa vie. Or là, c'est pas le but. On n'est pas là pour analyser, on est là pour que la personne puisse exprimer ce qu'elle ressent. Et donc, pour ça aussi, ça demande à ce que nous, en tant que soignants, on soit pleinement disponibles. Parce que ça demande à entrer en empathie avec la personne en face de nous. Et si par exemple on ressent de l'irritation ou de la lassitude face à cette personne, parce que par exemple elle nous dit tout le temps la même chose, c'est bon de passer la main parce qu'en fait, si la personne elle sent qu'on est irrité, ça va pas forcément l'aider. Et puis on utilisera aussi, comme vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai donnés, on utilisera beaucoup la reformulation. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase que j'ai lue dans le livre de Naomi Fey, « J'attends le soignant qui ne me contredira pas ». Et c'est vrai qu'en tant que soignant, on est souvent, mais dans la meilleure intention du monde, parce qu'on se dit « mais cette dame, il faut la ramener dans notre présent ». Et souvent, on va contre cette personne, en lui disant qu'elle a tort, en la ramenant à une réalité qui peut être insupportable pour elle. J'aimerais vous parler aussi d'un autre exemple qui m'a beaucoup touchée en tant qu'infirmière. C'était un monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer qui était à l'EHPAD et qui avait perdu sa femme il y a quelques mois. Et puis ce monsieur n'arrêtait pas de nous demander « mais quand est-ce qu'elle vient, ma femme, pour me voir ?» Au début, nous ne savions pas trop quoi lui dire, et donc nous lui disions la vérité, à savoir que
mais sa femme ne viendrait plus parce qu'elle était décédée. Et ce monsieur, à chaque fois, était extrêmement triste, pleurait, ça le touchait énormément, bien sûr. Et puis après, on a essayé une autre méthode pour lui faire verbaliser justement sa souffrance par rapport à la perte de sa femme. Et un jour, il nous a posé à nouveau la question, à savoir, quand est-ce qu'elle vient, ma femme? Et là, en fait, on lui a demandé, vous êtes inquiet parce que vous aimeriez voir votre femme, c'est ça? Et donc il nous a répondu, oui, j'aimerais bien la voir, ma femme, je m'ennuie, moi, ici. Et donc, vous voyez, autre information là, qui nous dit, il s'ennuie à l'EHPAD. Donc on a rebondi là-dessus. Vous vous ennuyez à l'EHPAD? Vous vous sentez seul? Ah ben oui, je me sens seul. Moi, j'avais l'habitude de vivre avec ma femme avant, maintenant je suis tout seul ici. C'est dur pour moi. Et puis on a continué en lui faisant verbaliser ce qu'il ressentait. Pourquoi c'est important de faire verbaliser la personne sur ses émotions? Une émotion a besoin d'être exprimée, de sortir pour qu'on se sente soulagé. Et le fait qu'on permette à cette personne de faire sortir son émotion et de dire peut-être sa souffrance ou sa douleur, ça va l'aider à se sentir mieux. Vous pouvez nous raconter quand vous viviez tous les deux à la maison, comment c'était pour vous? Vous pouvez nous parler de votre femme? Et puis du coup, il nous a parlé de sa femme, il était rayonnant, il nous a montré des photos. Et puis à nouveau, il a reposé la question, mais ma femme, elle vient quand? Et là, en fait, je lui ai dit, votre femme, elle est décédée. Et là, son attitude en fait a changé. Le fait que avant on lui a fait verbaliser sa souffrance et puis qu'on lui a fait verbaliser aussi les émotions qu'il ressentait par rapport à sa femme, il a eu une réaction différente. Et il nous a dit ah oui. Il s'est pas mis à pleurer comme il faisait avant. Alors attention, je suis pas en train de dire que le but c'est qu'il ne pleure plus. Le but c'est de le faire verbaliser sur son angoisse de ne pas voir sa femme. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, ça c'est Michel de Musan qui le dit, chaque être humain a le besoin fondamental de mourir en paix. C'est comme si avant de mourir, pour mourir en paix, nous avions des choses à régler dans nos derniers instants de vie. On avait besoin de résoudre certaines tâches du passé avant de disparaître. C'est ce que Michel de Musan dit dans cette phrase merveilleuse, se mettre au monde avant de disparaître. Et ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont parfois un passé lourd au niveau émotionnel. Elles ont pu traverser dans leur vie des choses terribles, mais elles les ont surmontées, par exemple, en travaillant beaucoup. Mais quand le corps nous lâche à la vieillesse, quand ces personnes se retrouvent paralysées sur un fauteuil roulant ou dans un lit, et qu'il n'y a plus d'échappatoire possible, je ne peux plus me lever et aller au frigo et manger pour calmer mon anxiété. Je ne peux plus, je suis paralysée. Eh bien, quand on ne peut plus fuir, les blessures du passé refont alors surface. Et c'est pour ça que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, quand elles parlent de quelque chose d'ancien, c'est peut-être dans le but aussi de le réparer. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente encore une fois, c'est l'approche de Naomi Fey, mais que je trouve extrêmement intéressante. Quand j'étais infirmière dans cette EHPAD, eh bien, je n'arrivais pas à donner du sens en fait à ce que me disaient ces personnes, parce que quelquefois elles nous parlent de choses qui sont complètement incohérentes, et donc j'avais du mal à communiquer avec elles. Aujourd'hui, je vois que ce que m'apporte cette méthode de la validation, c'est déjà tout ce que dit et tout ce que fait cette personne face à moi, atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça a du sens. Ça n'a peut-être pas du sens pour moi, parce que je comprends peut-être pas ce qui est en train de se passer pour elle, mais en tout cas, ça a du sens pour elle. Ce qu'elle est en train de faire ou de dire a du sens pour elle. Et c'est important que je reconnaisse, moi, en tant que soignante, ce sens. Et ça va m'aider à avoir une autre vision de cette personne et ne pas la considérer comme une personne démente ou violente ou enfin n'importe quelle étiquette, mais ça va me permettre de la voir dans son humanitude. Et grâce à cette approche de la méthode de la validation, moi, ça m'a permis de redonner du sens à mon travail et de me sentir utile. Si je lui dis qu'elle a tort, mais non monsieur, vous êtes à l'EHPAD, ce n'est pas l'heure d'aller travailler, vous êtes à la retraite maintenant. Si je contre la personne dans tout ce qu'elle dit et dans tout ce qu'elle fait, forcément,
à un moment, soit il va y avoir escalade conflictuelle, soit la personne, en fait, à un moment, elle va voir que personne ne la comprend, et qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est une autre possibilité. Elle va se laisser glisser. Elle ne va plus parler parce qu'elle se dit que de toute façon, tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, personne ne la comprend. Il va y avoir une sorte de mutisme, et ça fait que certaines personnes vont se recroqueviller, autant physiquement qu'au niveau de la communication, et ne vont plus communiquer. Se mettre en empathie, c'est écouter avec attention tous les signes que vous envoie la personne. Et puis, reconnaître et valider ses émotions et ses sentiments. Par exemple, oui, vous êtes en colère après votre voisin parce que vous pensez qu'il a pris votre portefeuille. Est-ce que c'est ça? Vous voyez, je reflète l'émotion de la personne. Et reconnaître encore une fois ce que vit la personne, elle, ça va lui permettre de se sentir comprise et entendue dans sa colère et dans sa souffrance. Et ça déjà, ça peut permettre l'apaisement. Et puis, une fois que vous avez reconnu l'émotion, vous pouvez après rassurer la personne. Donc, quand la personne va vous parler de son passé, vous pouvez lui poser des questions. Tiens, vos enfants, qui étaient-ils? Comment étaient-ils? Quand est-ce que ça s'est passé tout ça? Si elle vous dit, par exemple, je dois m'occuper de mon bébé, on peut lui dire, mais quel âge a-t-il ce bébé? Ah, il a 2 ans. Ah, il a 2 ans ce bébé. Et comment il s'appelle? Vous voyez, je ne cherche pas à la ramener dans le présent. Je cherche plutôt à la faire parler sur ce bébé parce que peut-être que là, elle est en train de résoudre quelque chose qui a été difficile pour elle. Je ne sais pas, elle a peut-être rencontré des difficultés avec ce bébé. Je n'en sais rien. En tout cas, je la suis dans son cheminement, dans sa pensée. Et encore une fois, le fait qu'elle voit que quelqu'un prend la mesure de ce qu'elle vit, eh bien ça peut peut-être détendre les choses. Et même si la personne ne comprend pas ce que vous dites, elle captera le ton de votre voix, l'expression de votre visage. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir des clés pour mieux communiquer avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.